C'est un impressionnant mur de pierres sèches, vestige de cet art d'assembler les pierres sans aucun liant. Bien connu des Provençaux, il relie les paysages des monts de Vaucluse, du Luberon au mont Ventoux. Ces pierres muettes, enracinées dans ce territoire, incarnent une terrible blessure. Aujourd'hui, cette ligne aimée des promeneurs se transforme parfois en chemin de méditation. Au XVIIIe siècle, les habitants de cette partie du Vaucluse occupaient un état appartenant au pape, le comtat venessin. Il y a 300 ans, des comtadins ont construit un mur de 27 kilomètres pour se protéger d'un mal mortel, la peste. C'est une histoire quand même assez étrange et extraordinaire. On s'est mis à chercher, à faire les archives des communes. Et l'histoire nous a paru passionnante. Donc on s'est dit, on va restaurer. Parce que c'est pas un beau mur de pierre sèche, mais c'est un mur d'histoire. Édifié par des paysans contraints et pestants, cette ossature de frontière entre l'État papal et le royaume de France s'accompagnait de constructions destinées à la vie quotidienne des soldats qui en montaient la garde. Cette cicatrice toujours visible est donc celle d'une épidémie brève et effrayante qui a emporté avec elle plus du quart de la population de la Provence et la moitié de la ville de Marseille en 3 ans. Marseille, livrée sans défense à ce pestis, ce fléau en latin, voit son destin scellé. Le 25 mai 1720, la peste entre dans la vieille ville et rien ne semble l'arrêter. Elle arrive avec le grand Saint-Antoine, un 3-mâts au voile carré venu du Moyen-Orient et chargé d'étoffes précieuses. Pourtant, la ville s'était dotée d'un système sanitaire très efficace. Cela faisait plus de 60 ans que la population était préservée des épidémies grâce au cordon que constituaient les îles de l'archipel du Frioul, situé à quelques kilomètres au large de Marseille. Quand on promène, comme on dit à Marseille, quand on promène dans les îles et que l'on vient en l'anse de la quarantaine, beaucoup de personnes ne savent pas qu'ils sont sur un lieu historique. Et il y a encore des traces. Il y a l'héritage de ce passé, l'héritage de cette épidémie. Et on la voit au travers de quoi? D'abord, toutes ces espèces de fûts taillés dans la roche que vous voyez, qui s'appellent des orailles d'arrimage, il y en a tout autour, il y en a 87. Ces oreilles permettaient d'arrimer les lourds navires de commerce qui arrivaient des échelles du Levant ou de Barbarie. Car ils avaient l'obligation de faire leur quarantaine dans l'anse de l'île de Pomègue. Cette anse est une anse vivante, en vérité. Vivante parce que vous avez des bateaux qui sont les uns à côté des autres. Vous parliez marseillais, vous parliez provençal, vous parliez français, vous parliez allemand, vous parliez arabe. Et alors imaginez une trentaine de bateaux de toute taille, jusqu'à 40 mètres, avec tout étendard confondu, qui étaient là, mais c'était d'une richesse. Ce rôle de bouclier sanitaire, de confinement préventif, l'archipel du Frioul continue de l'exercer bien après le départ de la peste. Et sur l'île Ratonneau voisine, un hôpital, l'hôpital Caroline, exceptionnel bâtiment en cours de réhabilitation, en est un héritage bien vivant. Surnommé l'hôpital du vent, il est considéré comme un chef-d'œuvre synthétisant 1000 ans d'histoire de l'architecture. Il y avait d'autres épidémies qui sont arrivées. Il y avait le choléra et il y avait surtout la fièvre jaune, qui a perduré jusqu'au début du XXe siècle. « 10 kilomètres plus au sud, se trouve un rocher nu et désert balayé par le vent.
l'île de Jars. Les marchandises des bateaux suspects mis en quarantaine sont déposées ici pour être aérées. C'est au pied de ce bloc de calcaire à la blancheur éclatante que le 26 septembre 1720, le grand Saint-Antoine est conduit pour y être brûlé. Nous sommes exactement sur le lieu où l'événement s'est produit. Il y a une sorte d'émotion qui vous prend. Parce que derrière cette image de bateau qui est enflammé et qui coule, vous avez le drame de toute une ville. Cette histoire, c'est l'histoire de Marseille. Marseille, au XVIIIe siècle, est alors le premier port du royaume de France. Un vieux port qui cerne sa calanque comme un écrin. Marseille vit de son port, vit de son commerce, vit des échanges, vit des métiers qui sont autour de la mer, autour des bateaux. C'est vraiment une ville qui est tournée vers la mer et dont le poumon économique est son port. Une ville cosmopolite, élevée comme un temple au dieu du commerce, avec sa population venue des 4 coins du bassin méditerranéen. Alors la peste au XVIIIe siècle, c'est une maladie des voyages, une maladie infectieuse qui est liée à une bactérie véhiculée par des insectes de type puce, et les rongeurs sont les réservoirs. Donc à partir des rongeurs infectés, les puces peuvent infecter d'autres rongeurs et puis de façon accidentelle des humains. C'est surtout une maladie mortelle et rapide qui prend au dépourvu la ville. À commencer par le Panier, un quartier au nord du Vieux-Port. En 1720, les gens qui habitent dans ce quartier du Panier, c'est un peuple de pêcheurs, de navigants, de marins voilà, qui habitent là. Et c'est donc une population qui n'est pas particulièrement aisée et qui est extrêmement dense. C'est donc un endroit où toute épidémie, et la peste en fait partie, va trouver un terrain favorable pour pouvoir se répandre, se diffuser. On se trouve dans la rue Jean Galland, qui a un rôle un peu particulier dans l'histoire de la peste de 1720 à Marseille, puisque c'est dans cette rue que sera diagnostiquée pour la première fois la peste sur un adolescent, un petit garçon d'une quinzaine d'années, Issalène. Donc le diagnostic est posé ici, c'est la peste qui sévit à Marseille. Mais l'épidémie va réellement se débonder dans la ville 10 jours plus tard, à la suite d'un furieux orage qui frappe de stupeur les Marseillais. Alors on s'isole, on fuit, ou on se précipite vers les hôpitaux. La ville réquisitionne certains bâtiments et les transforme en lieu d'accueil des malades, comme ici, à la Charité. Les premiers symptômes de la peste sont la fièvre, les maux de tête, les vomissements. Et il y a un symptôme particulier qui est le regard des pestiférés, c'est-à-dire le regard de certains malades atteints de forte fièvre, justement, et décrit par les médecins de l'époque. Il y a toute une pharmacopée qui va se développer, notamment de charlatans, qui proposent des liqueurs de crapauds, de vipères, qui proposent aussi des amulettes religieuses plus ou moins bénies. Il y a aussi comme produit miracle, entre guillemets, le vinaigre des 4 voleurs, que l'on trouve encore aujourd'hui à Marseille, dans certaines enseignes du centre-ville. Mais aucun traitement véritable n'existe encore, et le silence et la peur figent la ville. La peste est partout, y compris sur les marches de l'hôtel de ville. Ce lieu est emblématique parce qu'il est représenté par un peintre, Michel Serres, qui témoigne de la tragédie qui se passe à Marseille en 1720. Il a été pendant l'épidémie l'un des commissaires, c'est-à-dire quelqu'un qui a géré un quartier pendant l'épidémie, qui a ravitaillé les malades, qui a évacué les morts, etc. Et donc il témoigne en fait de ce qu'il a vu réellement. Toutes les places,
tous les espaces un peu larges sont jonchés de cadavres, pauvres comme riches. Comme sur le cours Belzins, quartier pourtant aisé, là aussi peint par Michel Serres, où les familles descendent les corps et où l'on vient mourir. C'est le cas sur l'esplanade de la Tourette, dans un quartier de marins et de menu peuple. Derrière moi, il y a ce qui reste de la vieille major, de la cathédrale qui était à l'époque, en 1720, la cathédrale de Marseille. Et à côté, donc, au XIXe siècle, il y a cette nouvelle cathédrale qui est construite. Durant l'été 1720, les familles des maisons, des rues voisinantes vont apporter leurs morts. Et on a au mois de septembre 2 milliers de cadavres qui sont là depuis plusieurs semaines. Une figure emblématique de l'épidémie de peste, le Chevalier Rose, va venir à la tête de 80 forçats pour nettoyer cette place. C'est un épisode emblématique finalement de ce problème majeur que vont rencontrer les autorités, c'est la gestion des morts. Et on aura à travers la ville donc toute une série de fosses qui seront ouvertes et utilisées pour ça. Plus de 10 000 personnes fuient la ville. La peste envahit la Provence. La science et la médecine sont impuissantes à circonscrire le mal. Ce ne peut être alors qu'un châtiment de Dieu. Pour expier, la Provence se couvre d'oratoires et de chapelles dédiées à Saint Roch, un des plus vénérés saints de l'époque, comme dans la ville de Saint-Rémy de Provence. Les gens du quartier ont fait le vœu de construire une chapelle si le quartier des Jardins était protégé. Et c'est le seul quartier qui n'a pas eu de mort. Prières, messes et processions sont organisées pour implorer la protection ou le pardon divin. Aujourd'hui encore, Saint-Roch est beaucoup représenté en Provence et il est beaucoup encore aimé. La preuve, c'est qu'il y a dans le coin, il y a déjà au moins 3 charrettes qui sont Saint-Roch. Et Saint-Roch, c'est très vénéré en tant que saint provençal. En Provence, la malédiction aura duré en tout presque 4 ans. Une fois la peste envolée, elle a retrouvé l'étourdissement de la vie quotidienne, sans jamais vraiment oublier. Une mer de toits de zinc, surplombée d'œuvres monumentales. Une seule ville au monde offre cet horizon. Là, on a une vue de Paris qui est tout à fait extraordinaire. Et on voit le développement de cette très grande ville, qu'on peut imaginer liée à l'augmentation de sa population, à sa richesse, etc. Mais en fait, un des puissants moteurs de l'aménagement parisien, ça a tout simplement été la recherche de la salubrité. Paris a été frappé par de nombreuses épidémies tout au long de son histoire. Et tout ça, ça a guidé une réflexion sur la transformation de la ville. À travers les âges, les Parisiens ont compris que pour vaincre les épidémies, il ne faut pas simplement guérir les corps. Il faut aussi soigner la ville. À Paris, aménagement et construction sont synonymes de remède. Se balader sur les quais, s'embrasser, prendre le soleil dans un square ou encore rester au chaud dans son appartement. La façon d'être et de vivre dans la capitale est une victoire sur les plus grands fléaux.
Au XIVe siècle, Paris est faite de châteaux et de maisons qui s'entassent. Les classes bourgeoises et aristocratiques habitent les bâtiments amassés sur l'île de la Cité, tandis que de l'autre côté de la Seine, le Marais, plus intellectuel et populaire, borde la ville. Dans cet espace marécageux où les pans de murs se frottent, on observe la vie parisienne depuis ses petites fenêtres. 200 000 vies se croisent et se bousculent dans des rues sinueuses et sombres. Près du quartier Saint-Paul, la rue François Miron et ses 2 maisons à colombages font partie des derniers vestiges de ce Paris médiéval et étriqué. Donc du coup, le maillage des rues est complètement arbitraire, ça s'est développé de manière anarchique. Et en fait, les maisons au bord des rues sont implantées sur ce qu'on appelle des parcières qui sont plutôt étroites. Vous voyez, derrière, les 2 maisons du Moyen-Âge qui subsistent sont vraiment extrêmement étroites sur la façade. Si on lève la tête, c'est pour entrevoir un bout de ciel. Mais si on la baisse... Le sol, en fait, c'est essentiellement de la boue. Sans compter que ces rues, en fait, non seulement il y a de la boue, mais il y a aussi des immondices. Il y a tous les déchets, tout est jeté dans la rue depuis les fenêtres. Il y a d'ailleurs une anecdote assez célèbre d'un roi qui, en allant à la messe, se serait pris un pot de chambre sur la tête. Il y a également beaucoup de cadavres dans la rue, des animaux morts. Et donc vous imaginez bien que cette espèce de caniveau central, quand il pleut, c'était malodorant, les rats y prolifèrent, rentrent après dans les maisons et peuvent transmettre beaucoup de choses. Donc cette manière de vivre qu'ils ont les Parisiens à l'époque contribue au développement d'épidémies, des choses comme la petite variole, les épidémies de coqueluche, de rougeole, le typhus également. Mais au milieu du XIVe siècle, une épidémie décime tout sur son passage, la peste noire. Elle va avoir une sorte de résurgence, cette épidémie de peste, en Asie centrale, en 1346. Et elle va en fait se déplacer très vite pour arriver en Europe occidentale. Mais en fait, il va y avoir une transformation de cette peste. Ça ne va plus être une peste dite bubonique, ça va être une peste dite pneumonique. Et là, c'est ça en fait qui va expliquer la gravité de cette épidémie de peste par rapport aux précédentes. C'est qu'en fait, la contagion va complètement changer. La bactérie ne va plus rentrer par une plaie, mais par la salive. Et le fait justement simplement de parler. Et quand on attrape ce 2e type de peste, la mortalité est cette fois-ci de 100% en l'absence de traitement. En 1348, Paris est amputé de 50 000 vies. Et en quelques années, entre 1/3 et la moitié de la population européenne est décimée. La panique se répand. Et pour la première fois de l'histoire, les pouvoirs publics pensent à l'aménagement des rues. Cette épidémie de peste de 1348 et les résurgences qu'il y aura par la suite sont vraiment le point de départ d'une réflexion, alors qui aboutira plusieurs siècles plus tard, mais d'une réflexion qui va transformer petit à petit la ville. Le temps passe, mais dans les faits, Paris se transforme peu. À la fin du XVIIIe siècle, la révolution industrielle bouleverse les modes de vie. Avec l'exode rural, les populations s'entassent et la concentration urbaine explose. Paris est surchargé et ses infrastructures inadaptées, en proie à la surmortalité urbaine. On meurt plus en ville qu'à la campagne. Une situation alarmante que les médecins, les architectes et les politiques tentent de résoudre par tous les moyens. D'autant qu'à cette époque, un nouveau fléau sévit. En 1832, l'épidémie de choléra fait à Paris 17 400 morts en quelques mois. On va utiliser une démarche qui est très en vogue dans cette première moitié du 19e siècle, qui est ce qu'on appelle la statistique médicale. Et ce que va montrer la statistique médicale, c'est que les quartiers les plus insalubres sont ceux dans lesquels le choléra a été le plus mortel et a eu le plus d'effets. La recherche de salubrité et la volonté d'améliorer les conditions de vie deviennent une priorité. L'hygiène est désormais un problème d'État. Quelques efforts sont faits, mais un homme en particulier bouleverse la cité. En 1853, Georges Eugène Haussmann devient préfet de Paris. Sous les ordres de Napoléon III, ce haut fonctionnaire dévoré d'ambition et bourreau de travail
veut désengorger la ville et orchestrer des travaux à grande échelle. Porté par le courant hygiéniste du XIXe siècle, le baron Haussmann prend la capitale à bras-le-corps. On creuse et on perce. De nouvelles avenues rectilignes apparaissent, comme le boulevard Haussmann ou la rue Lafayette, l'une des plus longues de l'Ouest parisien. La lumière pénètre enfin. Au début du 19e siècle, la largeur moyenne des rues est de 8,50 mètres. Si on regarde les percées haussmanniennes, elles sont bien sûr beaucoup plus larges. Généralement, elles ont une largeur d'au moins 20 mètres, mais peuvent aller jusqu'à 30 mètres, et même pour certaines, jusqu'à 100 mètres de large, parce qu'elles ont des trottoirs, des contre-allées, etc., etc. Donc le visage de Paris est complètement transformé. En tout, plus de 20 000 maisons sont détruites et 165 km de rues façonnées. La densité moyenne des quartiers baisse considérablement. Les ouvriers sont chassés de leurs taudis et repoussés à l'extérieur de la ville, tandis que les foyers des immeubles haussmanniens sont conçus pour les bourgeois. Ce qui est très important sous Haussmann, c'est l'alignement. La deuxième chose, c'est l'homogénéité des hauteurs. Les logements possèdent tous des critères similaires, des pièces vastes, des grandes fenêtres, des cheminées, ce qui signifie qu'on va apporter le confort et puis progressivement aussi de l'eau et du gaz qui vont monter dans les étages. Les arbres et les espaces verts apparaissent comme un moyen d'assainir l'air. Des parcs voient le jour comme le monumental parc des Buttes-Chaumont dans le nord-est, ou encore de petits squares. Le tout enrichi d'un vaste réseau de fontaines et de systèmes d'égouts. Le développement des bains-douches, dits de propreté, permet de contribuer à la salubrité publique et de garantir une relative égalité devant l'hygiène. Les travaux colossaux d'Haussmann aboutissent à l'assainissement de la ville. Les gens s'approprient un nouveau Paris et une nouvelle façon d'y vivre. On va commencer à parler d'hygiène de vie. Et l'hygiène de vie touche le mode de vie des citadins et des citoyens en général. Et l'idée qui prévaut est celle sur laquelle en fait, il faut aussi corriger les modes de vie. Donc il y a aussi une idée de contrôle finalement de la manière dont les gens organisent leur vie, dans la manière dont les gens se lavent ou ne se lavent pas, s'habillent, sont en contact avec d'autres, etc., etc. Et ça, c'est un mouvement très puissant dans la première moitié du XXe siècle. Paris se débarrasse peu à peu de ses îlots insalubres, mais la crise économique des années 1930 exacerbe les problèmes sanitaires. Avec l'explosion du chômage et la multiplication des sans-abri, une prise de conscience s'opère. La précarité entraîne la diffusion des maladies. Une pensée sociale se greffe aux enjeux de santé publique. Les projets solidaires se multiplient et en 1933, le président de la République inaugure dans le sud de Paris la cité de refuge, lors d'une période de froid inédite. Imaginé par Le Corbusier pour l'armée du salut, ce bâtiment est un édifice moderne en ciment armé. 600 lits et des espaces collectifs conçus pour protéger la santé des plus démunis. Réparer les corps, mais aussi les esprits, en offrant des conditions de vie décentes. Le Corbusier appelait ce bâtiment l'usine à guérir. Donc il y a bien une volonté d'aider les gens et de guérir les gens. Alors les guérir de quoi? Les guérir de la misère, bien sûr, mais aussi les guérir sur un plan de vue sanitaire, en offrant un lieu du coup qui soit protégé un peu des événements, des éléments extérieurs qui pourraient polluer la santé des gens, notamment l'air, puisque le bâtiment à l'époque a été pensé de manière assez hermétique. Dans ce bloc de béton et de verre, les âmes esseulées viennent se réparer et fuient les multiples épidémies de tuberculose, surnommée alors la maladie de la pauvreté. Les successions de fenêtres et les halls spacieux favorisent la circulation de la lumière et de l'air, comme un écho aux théories hygiénistes du siècle précédent. Alors, la notion de bien-être, elle est importante et Le Corbusier l'avait pensé. Vous êtes dans du beau, on le voit.
Donc avec cette lumière qui est permanente, qui traverse l'établissement, c'est vrai que la beauté du lieu a une influence aussi sur le comportement des gens. Les gens ont beaucoup plus tendance à se respecter entre eux parce que le bâtiment les respecte. Et puis ça apaise aussi, on le sent, il y a quelque chose qui se passe dans la cité quand on rentre, qui fait qu'il y a quelque chose de calme. Au cours du XXe siècle, construire pour mieux ordonner est presque thérapeutique. Paris se bétonise. Mais à l'aube des années 2000, le danger change de visage. Partout dans le monde, les grandes métropoles sont confrontées au défi du réchauffement climatique. En 2003, la France suffoque. La canicule emporte près de 20 000 personnes. Les pouvoirs publics se mêlent aux initiatives privées pour régénérer la ville et la végétaliser. Là, on est en train de récolter le houblon que nous avons planté il y a quelques années et qui a beaucoup donné cette année. On va en faire de la bière. En termes de jardin, on a 200 mètres carrés en pleine terre qu'on peut cultiver. Et puis on a aussi 200 mètres carrés de serre. Et après, il y a tout l'espace de la recyclerie qui est végétalisé en entier. Donc il y a des plantes un peu partout. On a plus que ça en réalité. Des lieux inédits surgissent, comme la recyclerie en 2014, implantée dans une ancienne gare aux portes nord de Paris. L'une des nouvelles fermes urbaines de la ville. Dans ce lieu ouvert à tous, sans limite de temps ni d'argent, l'esprit de solidarité et d'entraide trouve aujourd'hui une fonction inattendue. Comme en 2020, lors de l'épidémie de Covid-19. Ces 600 adhérents sont venus pour aller faire des collectes, pour aller coudre des masques, pour accompagner ceux qui voulaient faire des visières et tout ça. On a vécu cette épidémie, ça nous a fait comprendre qu'on avait besoin de lieux protéiformes à l'intérieur desquels on avait plus de nature, à l'intérieur desquels on avait besoin de plus de temps, à l'intérieur desquels on allait avoir conscience de celui qui est à côté et que l'on ne connaît pas. À chaque époque, son nouveau mode de vie et ses nouveaux réflexes. Dans un combat de longue haleine et qui évolue sans cesse, la ville apprivoise les plus grands dangers sanitaires. Une adaptation permanente, ressort secret de Paris.